Bienvenue à toutes et à tous pour cet événement inclusif. Aujourd'hui, l'invité du Clusif a pour thème la sécurité de la supply chain. Et pour parler de ce thème aujourd'hui, j'ai la joie avec le Clusif d'accueillir Vincent Loriot de l'ANSSI. Vincent, vous êtes chef de division pour l'entité management de la sécurité numérique, donc en charge de tout ce qui concerne la gouvernance du système d'information, gouvernance de la cybersécurité. Je vais vous laisser nous présenter le sujet, pourquoi il est important de s'intéresser à la sécurité de la supply chain, et tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par supply chain? Bonjour, merci pour cette invitation. Donc pour commencer, je vous propose déjà de définir un petit peu le panorama, ce qu'on entend par supply chain. On va considérer deux grandes thématiques. La supply chain au sens chaîne d'approvisionnement de la chaîne de valeur de l'entreprise, les fournisseurs traditionnels qui vont concourir à la production intrinsèque de l'activité de l'organisation, typiquement les fournisseurs de pièces pour un industriel qui vont concourir à la fabrication de produits finis ou de produits intermédiaires, avec une distinction des fournisseurs qui vont être connectés au système d'information de l'entreprise, parce qu'on est passé dans une ère où la chaîne de sous-traitance, la chaîne d'approvisionnement est de plus en plus numérisée, mais sans pour autant oublier ceux qui n'ont pas encore fait ce virage-là ou ceux avec lesquels l'organisation n'a pas de lien avec le système d'information. Ce n'est pas pour autant que le fournisseur ne reste pas critique pour l'organisation et que la rupture d'approvisionnement d'un produit n'entraînerait pas un effet en cascade dommageable pour l'organisation. La deuxième chaîne de sous-traitance qu'on va prendre en compte, qui est plus la chaîne émergente avec le numérique, c'est la chaîne de sous-traitance de tout ce qui est fournisseur de produits matériels, logiciels, informatiques ou de services numériques, par exemple des services d'hébergement dans le cloud, dont les entreprises sont de plus en plus utilisatrices aujourd'hui. Ça fait partie des fournisseurs un petit peu invisibles de la chaîne métier, mais qui pour autant supporte l'activité même de l'organisation. Et donc il faut vraiment la prendre en compte aujourd'hui. Donc c'est un petit peu ce panorama qu'on va aborder aujourd'hui. Donc pour commencer, je vous propose de déjà rebalayer un petit peu la sinostrologie passée, parce que c'est le terreau en fait de l'intérêt de l'ANSSI sur le sujet la sécurité de la supply chain. Si on voit qu'il y a une recrudescence des attaques qui exploitent cette chaîne de sous-traitance, on a des acteurs régulés dont le niveau de sécurité s'est globalement fortement amélioré, et donc les acteurs cybercriminels vont avoir tendance à exploiter cette chaîne de sous-traitance, leurs acteurs interconnectés, potentiellement moins bien protégés parce que des plus petites structures, pour accéder chez eux par rebond, ou les atteindre par rebond indirectement. Donc ça, c'est vraiment une tendance de fond qu'on voit et qui nous préoccupe depuis 4-5 ans déjà. Le deuxième élément, c'est un maintien du niveau de menace relativement élevé dans ce qu'on a observé en France en 2022 sur les années passées. On a vu une petite baisse du rançongiciel, mais qui est plus conjoncturelle, et on pense que ce n'est pas une tendance de fond de baisse de la menace sur ce sujet. Ce qu'on a constaté également, c'est que sur le rançongiciel, on a à peu près 40% des incidents de type rançongiciel constatés par l'ANSSI qui ciblaient des PME, TPE et ETI. Donc les petites structures sont beaucoup touchées par ce type de mode opératoire aujourd'hui, et c'est une vraie préoccupation et un vrai besoin de monter en sécurité à ce niveau-là pour les protéger de la cybercriminalité de masse. En termes de capacité, ce qu'on observe sur les attaquants, c'est une sophistication de leur mode opératoire. On voit qu'ils ont des outillages de plus en plus furtifs, de plus en plus précis, qui vont permettre également de créer de la persistance dans les systèmes d'information de leurs victimes, qui fait qu'il peut y avoir un déclenchement à retardement, il peut y avoir des principes de prépositionnement dans les systèmes d'information, et c'est des choses qu'il faut considérer dans l'évaluation des risques de l'organisation. Le deuxième élément, c'est que les attaquants n'hésitent plus à faire du ciblage de leurs victimes pour arriver à identifier lesquelles seront les plus lucratives à l'arrivée et lesquelles seront les plus facilement atteignables, pénétrables en matière de système d'information pour pouvoir s'implanter et agir par rebond vers des cibles plus grosses.
Et le dernier élément qu'on voit, c'est une exploitation très forte, de plus en plus forte, des vulnérabilités qui sont publiées et l'exploitation par les attaquants du laps de temps qui est mis entre la divulgation de ces vulnérabilités et le moment où les systèmes d'information intègrent les correctifs, donc la vélocité à mettre en place les patchs de sécurité donne une fenêtre d'opportunité aux attaquants qui aujourd'hui est exploitée et de manière significative. Sur les finalités qu'on observe des attaquants, la première, c'est l'espionnage industriel, le vol de propriété intellectuelle. C'est le sujet, l'élément de préoccupation de l'agence. Et c'est là-dessus qu'on a un petit peu le cœur historique de l'activité opérationnelle de l'agence. Le gain financier, donc ça c'est vraiment le phénomène de masse et le côté très lucratif de la cybercriminalité qui permet d'exploiter la rentabilité potentielle de la victime pour augmenter leur capacité derrière. Et on est dans un cercle un petit peu vicieux. De plus les victimes sont rentables, plus les attaquants vont les cibler aussi parce que c'est un jeu facile. Si c'est facile de rentrer et rentable, c'est de l'argent facile. Et vous alimentez leur recherche et développement pour des attaques futures. Tout à fait. Et le dernier élément constaté, c'est des opérations plutôt orientées déstabilisation, influence. On les a vues notamment en lien avec le conflit ukrainien, mais pas uniquement. Donc là, on est plus sur des activités de sabotage, de coupure de moyens, coupure de moyens de communication, entre autres, pour déstabiliser vraiment les victimes potentielles ou les États derrière les victimes. Donc, face à ça, les éléments qu'on met vraiment en avant et sur lesquels on souhaite insister, c'est la prise en compte par les organisations du risque numérique, du risque cyber, au plus haut de l'organisation. Aujourd'hui, les directions générales doivent s'emparer des enjeux du risque numérique au même titre qu'elles prennent en compte le risque financier, le risque réputationnel, le risque juridique de l'organisation, parce qu'un incident de sécurité sur un système d'information de l'organisation, c'est potentiellement une chaîne de production, une chaîne métier qui est à l'arrêt, et donc des impacts financiers, juridiques, métiers. Et du coup, la direction générale et les directions métiers doivent s'emparer de ce sujet et ne plus l'écarter comme ça avait été fait dans les temps passés, où l'attaque sur un système d'information ne concernait que quelques serveurs isolés. Aujourd'hui, c'est vraiment complètement intriqué avec la chaîne de valeur métier de l'organisation, parce qu'on a numérisé tous les process de l'organisation, ou presque. Face à ça, du coup, il faut évaluer son risque, il faut comprendre comment ça se décline spécifiquement au sein de l'organisation, organiser son organisation pour avoir un sponsoring de la direction générale sur l'évaluation du niveau de risque cyber de l'entreprise, mais également de tout l'écosystème de l'entreprise. Donc là, on va vraiment intégrer à la fois la chaîne de sous-traitance, mais éventuellement aussi les clients, les fournisseurs, les partenaires ou les utilisateurs finaux qui pourraient être impactés dans cette vision globale de l'écosystème de l'organisation pour arriver à identifier quels sont les acteurs qui génèrent un niveau de risque plus important que d'autres par rapport à l'activité de l'organisation, par rapport au système d'information de l'organisation. Une fois qu'on a fait ça, c'est arriver à définir la liste des parties prenantes, des sous-traitants un petit peu plus sensibles, un petit peu plus critiques, et sur lequel il va y avoir une action prioritaire qui va être mise en œuvre, de manière à mieux évaluer le risque spécifique lié à ce fournisseur, et mettre en place aussi des mesures qui visent à mieux se protéger en cas de défaillance du fournisseur ou en cas de défaillance des systèmes informatiques de ce fournisseur également. Et le dernier élément qu'on ne met pas assez en avant, c'est au niveau de l'organisation, quand on a fait cet effort de sécurisation, quand on a mis en place des dispositifs pour renforcer le niveau de protection, le niveau de défense de l'organisation, on devient un acteur vertueux de notre chaîne de sous-traitance. Et ça, il faut le valoriser aussi. Il faut le valoriser dans la manière dont on vend ses contrats, ses services, ses produits. Il faut le valoriser dans la contractualisation, dans des plans de sécurité, dans des garanties qu'on peut offrir, de manière à ce que ça soit pris en compte
par les services achats, par les organisations. Donc ça, c'est vraiment un enjeu de transformer l'investissement pour renforcer la cybersécurité de quelque chose qui est trop vu, trop vécu, trop perçu comme un centre de coût, en quelque chose qui peut générer aussi de la confiance et de la valeur pour l'organisation et l'exploiter comme levier vertueux pour tout l'écosystème. Ne pas subir, mais mettre en valeur tout ce qui est fait pour augmenter le niveau de sécurité de ces solutions. Complètement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir en faire un différenciant commercial, un différenciant marketing, et en faire un levier de choix aussi face à d'autres offres, d'autres solutions qui proposeraient une proposition de valeur à peu près identique, que ça soit un différenciant. Derrière, pour prendre la mesure de ce risque, les éléments qu'on souhaite proposer, mettre en avant, c'est d'abord l'état des lieux de l'organisation, cartographier ses parties prenantes, ses fournisseurs, identifier les fournisseurs les plus critiques pour avoir une attention plus particulière sur cela. Ils peuvent être critiques pour plusieurs raisons, soit parce que l'interconnexion entre les systèmes d'information donne des accès privilégiés à des informations sensibles, de la propriété intellectuelle, des chaînes de production sur lesquelles on peut avoir des boutons d'arrêt, démarrage ou des liens directs sur l'approvisionnement en pièces et donc un levier indirect qui serait fort ou des privilèges d'administration sur les systèmes. C'est tout un tas de raisons qui font qu'on pourra avoir une attention particulière ou définir que ce fournisseur est vraiment critique. Derrière cette identification, c'est d'arriver à éclairer et les directions métiers sur le niveau de criticité des sous-traitants sur lesquels ils s'appuient, mais également les directions achats, qui ont un rôle important à jouer dans le processus d'amélioration de la sécurité de l'organisation. Il faut absolument prendre en compte l'évaluation du niveau de sécurité cyber des fournisseurs, le niveau tant intrinsèque de l'organisation de manière à s'assurer qu'il ne va pas y avoir une défaillance de ce fournisseur en lien avec une attaque ou un mode opératoire qui aurait été trop facilement exploité et qui mettrait trop facilement à défaut l'organisation fournisseur. Mais également envisager la possibilité de rebond par ce fournisseur sur nos propres systèmes d'information. Et ce cas de figure doit être envisagé aussi. Donc, tout nouveau domaine pour les achats. Les achats ne sont pas habitués à adresser ce type de problématique. Les achats ne sont pas habitués. Alors, il y a quand même certaines organisations, certains opérateurs réguliers notamment, qui ont commencé à intégrer cette dynamique d'évaluation de la cybersécurité de leurs fournisseurs. Et c'est quelque chose qu'il faudrait évidemment plus généraliser, plus développer. Donc pour ça, comment faire? Il y a une question d'évaluation de maturité, de questionnaire en lien avec les exigences de sécurité auxquelles on est soi-même soumis et qu'il faut partager avec ses fournisseurs pour leur demander une auto-évaluation quelque part de leur niveau de sécurité. Pour les fournisseurs les plus critiques, également s'attacher à évaluer les risques et à cascader nos risques vers ces fournisseurs critiques. Donc ça revient à avoir fait au niveau de son organisation une analyse de risque, de quels sont les impacts, les événements redoutés qui pourraient être liés à la fourniture ou à la défaillance de fourniture ou à la défaillance d'un système informatique de notre sous-traitant vis-à-vis de notre organisation et qui se traduit en éléments très concrets comme un arrêt de production, une chaîne logistique à l'arrêt, un système de facturation qui n'est plus opérationnel et qui peut provoquer des coupures un peu plus globales. On prend par exemple l'exemple de Colonial Pipeline où la côte est américaine avait été coupée d'approvisionnement en pétrole. C'était le système de facturation de Colonial Pipeline qui avait été touché et du coup ils avaient arrêté la livraison des stations. Donc c'est vraiment des éléments aussi concrets que ça qui peuvent découler de l'attaque et donc qui doivent être pris en compte dans les risques. Et du coup, on va demander à ces sous-traitants critiques de nous justifier en quoi ils prennent en compte notre risque dans leur processus de fourniture à notre profit. Alors, la prise en compte n'est pas forcément totale, elle peut être partielle, mais il faut déjà avoir la connaissance de qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, pour pouvoir aussi mettre en place des mesures compensatoires.
Et là encore, les mesures compensatoires à mettre en œuvre vis-à-vis d'un fournisseur qui serait moins bien sécurisé qu'un autre, c'est un élément à valoriser dans la décision d'achat. Il ne faut pas tomber dans le travers de la recherche de fournisseurs le moins disant, mais il faut réfléchir en coût global de la fourniture avec l'enjeu de sécurité de l'organisation. Et du coup, ce levier, ce point d'équilibre est à trouver entre la fourniture et la sécurité intrinsèque de l'organisation. Du coup, le point final, c'est d'arriver à valoriser le niveau de sécurité de la fourniture dans les critères de notation, mais avec un poids suffisant pour que ça puisse faire un levier de décision significatif à fourniture équivalente. C'est d'arriver à avoir le métier qui est sensibilisé au fait que le cyber n'est pas une option dans sa fourniture et que donc les directions métiers aient en tête que ce critère de cybersécurité doit être pris en compte. Et c'est également arriver à ce que le RSSI soit impliqué dans cette décision, au moins pour les fournisseurs critiques, qui puissent avoir un avis, être consultés, quand bien même ce n'est pas des fournitures en lien avec le spectre bas qu'on a vu tout à l'heure, les fournitures de produits logiciels IT classiques ou de services numériques, mais également des fournitures en lien avec la chaîne de valeur métier de l'organisation. Donc ça, c'est vraiment un levier à aller chercher. Et aujourd'hui, le RSSI est peu consulté dans ces cas-là. Dans quelle mesure le RSSI peut avoir suffisamment de force pour stopper un projet si l'évaluation des risques montre qu'il y a un risque significatif pour l'entreprise? Le RSSI n'aura pas forcément le pouvoir ou le levier de stopper le projet en tant que tel. Par contre, il aura la capacité d'exprimer les risques générés par l'usage de ce fournisseur et de le mettre en arbitrage de la décision générale. Mais c'est plus juste un achat, processus un petit peu plus direct entre le service achat et la direction métier. C'est l'identification d'un risque pour l'organisation qui peut avoir un impact sur la continuité métier et si besoin une capacité d'escalade à la direction générale pour arbitrer. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Ce n'est pas forcément le droit de veto du RSSI sur le process achat qui sera un peu plus complexe à obtenir. Et derrière, par contre, le levier qu'on peut proposer pour aider le RSSI et aider les services achats, c'est l'appui sur les prestations qualifiées ou les prestations qui ont fait l'objet d'un label expert cybermalveillance qui s'adresse plutôt à des tissus locaux de PME, mais qui permet d'avoir des solutions, des services, des prestations sur lesquelles on a une confiance a priori. Et ça fait partie des différenciants qui permettent de valoriser l'effort de cybersécurité qui est fait par certains acteurs. Si je prends l'exemple par exemple de l'hébergement cloud, les acteurs qui ont fait l'effort d'aller chercher une qualification SecNumCloud ont vraiment mis en place un certain nombre de mesures de sécurité pour renforcer l'hébergement qui sera utilisé par l'organisation. Et du coup, c'est un label différenciant qui permet de valoriser cette offre par rapport à une offre du marché qui aura un niveau de sécurité beaucoup plus lambda. L'organisation va en confiance vers ces solutions labellisées. Elle peut aller plus en confiance vers ces solutions labellisées sans avoir à en faire l'auto-évaluation. Elle peut s'appuyer sur l'évaluation qui aura été faite par l'agence ou par les experts cybermalveillance. Donc pour appuyer tout ça, on voit également une évolution du panorama réglementaire avec la directive NIS 2 dont les négociations ont été entérinées en fin d'année dernière. La directive a été publiée à l'échelon européen. On est actuellement dans la phase de transposition nationale. L'impact de la directive NIS 2, c'est un élargissement significatif du nombre d'opérateurs régulés en France et en Europe, avec une progressivité sur le niveau de sécurité qui sera demandé aux acteurs en fonction de leur capacité à faire. Il y a 2 niveaux qui sont prévus au sein de cette directive pour définir des enjeux de sécurité qui permettent de se protéger contre la menace de masse et qui permettent d'éviter que ce niveau rançongiciel arrive à taper trop facilement des opérateurs sensibles qui sont importants ou essentiels au titre de la directive en Europe. Là-dessus, il va y avoir une phase de consultation qui va arriver courant de l'année. L'agence va ouvrir une consultation publique
les règles, les enjeux, la directive, pour pouvoir sonder les acteurs sur le niveau de proportionnalité, sur leur capacité à mettre en œuvre le niveau de règles envisagé. Le deuxième texte sur lequel il y a des choses qui vont avoir un impact significatif sur le marché européen, c'est le Cyber Resilience Act. C'est un règlement donc, qui sera directement applicable sans transposition nécessaire en droit national, qui a vocation à définir un seuil de sécurité et une posture de sécurité par défaut de tout produit mis sur le marché en Europe qui intègre une composante numérique. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va toucher tous les acteurs qui vendent un service ou un produit en Europe à partir du moment où il y a un composant numérique à l'intérieur. Et la troisième démarche, là on est plutôt dans le secteur de la défense avec une démarche un petit peu miroir entre le ministère de la Défense américain qui a lancé un schéma CMMC de certification de leur base de défense avec trois niveaux de sécurité. Et en France, le ministère des Armées qui a une initiative équivalente avec la définition de règles de sécurité à respecter et à harmoniser pour l'ensemble des acteurs de la base de défense et pour donner un niveau de sécurité selon 3 paliers pour valoriser le niveau à atteindre et pour également mettre des niveaux minimums pour pouvoir prétendre à accéder à certains marchés. Et donc ça a une vocation un petit peu à chercher à standardiser, rationaliser les questionnaires de maturité qu'on voit apparaître un peu plus à droite à gauche. On sait que les assureurs ont beaucoup développé des questionnaires un petit peu à façon pour répondre aux problématiques d'assurabilité du risque cyber dans les organisations qui font appel à eux. Et on voit d'autres initiatives ailleurs dans ce sens. Donc derrière, quand on a pris conscience du risque, l'étape d'après, c'est mettre en place un petit peu son socle de sécurité, renforcer son niveau de sécurité. On vous propose la grille de lecture des 4 piliers de la directive Nice, protection, défense, résilience, gouvernance. Dans la protection, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à se prémunir et à réduire la fenêtre d'exposition aux vulnérabilités connues. Donc avoir une dynamique de mise à jour de sécurité renforcée sur l'ensemble des acteurs, c'est vraiment quelque chose qui permettra de réduire la fenêtre temporelle d'exposition aux menaces, quand bien même on n'a pas rehaussé le niveau de sécurité intrinsèque de l'organisation. Le deuxième, c'est vraiment de réfléchir beaucoup plus en notion d'entreprise étendue. On a les sous-traitants, les prestataires, parfois les clients, qui sont interconnectés à nos systèmes d'information parce qu'on est sur des chaînes de production en flux tendu. Donc on est sur des systèmes qui sont interconnectés et il faut prendre en compte cette dimension dans l'évaluation du risque, dans le pilotage de la sécurité en continu de l'organisation, dans les échanges avec ces organisations qui peuvent être structurées de manière sectorielle. Il y a certains secteurs comme le secteur aérien par exemple qui a structuré autour d'une association les échanges, le niveau de sécurité des acteurs pour définir les bonnes pratiques, les bonnes règles et pour partager également des informations sur la menace qui cible spécifiquement ce secteur. En corollaire derrière, superviser les interconnexions entre nos différents partenaires fournisseurs pour vérifier qu'il n'y a pas une exploitation chez un de nos fournisseurs qui est exploité par rebond chez nous. Si on n'a pas de supervision de sécurité, on ne peut pas le détecter, on ne peut pas le voir. Donc il y a un moment, il va falloir le mettre en place pour pouvoir ne pas être aveugle sur ces thématiques-là. Ce point-là montre bien notre dépendance à tous nos fournisseurs, critiques ou pas. Complètement. Et le dernier pilier, c'est vraiment être capable d'anticiper la défaillance de nos fournisseurs critiques, avec plein d'options dans l'arsenal, diversifier les fournisseurs si c'est possible, de manière à ne pas être dépendant d'un fournisseur qui pourrait faire faillite. Mais ça, les services achats ont déjà l'habitude d'étudier cette problématique-là sur la solidité financière du fournisseur, mais également se préparer à s'entraîner à des défaillances ou à des attaques sur la chaîne de sous-traitance
et j'en arrive au dernier point de mon exposé, c'est vraiment d'adapter ces dispositifs de gestion de crise d'organisation quand ils existent, à prendre en compte des incidents d'origine cyber. On parle d'origine parce que l'impact il est sur la chaîne métier de l'organisation. À le faire au sein de l'organisation, mais également en ayant une dimension d'entreprise étendue ou sectorielle, mais de prendre en compte ses fournisseurs, ses clients dans ce dispositif, de créer des canaux de communication avec ses fournisseurs principaux au cas où vous êtes en situation de crise ou dans le cas où eux entreraient en situation de crise. S'entraîner, entraîner son dispositif interne, mais également entraîner dans une optique d'entreprise étendue l'ensemble de ses fournisseurs ou un sous-ensemble de fournisseurs sur un scénario de défaillance, par exemple, d'une fourniture. Nous, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire et de retranscrire dans l'exercice Rempart 22, qui a été organisé en décembre dernier en lien avec le Club de la continuité d'activité, le campus cyber, où on a regroupé une centaine d'organisations dans un même exercice pour jouer une défaillance de fourniture de services numériques et de tout l'impact que ça pouvait avoir sur la chaîne de production de l'organisation. Il y a des organisations qui l'ont joué dans une entreprise fictive et d'autres qui ont activé leur propre cellule de crise. Et ça a vraiment permis d'entraîner ces acteurs à la gestion de crise, à la gestion d'une conséquence d'une crise cyber sur l'organisation. Pour vous donner une idée, on a eu des prises de conscience extrêmement concrètes, comme un DRH qui a réalisé que l'incident en cours allait lui faire mettre en place un dispositif de chômage partiel pour plus de la moitié de ses employés. Donc ça peut être des impacts vraiment complètement déconnectés de ce qu'on peut imaginer en lien avec un système d'information aujourd'hui. Et l'exercice a eu la vertu aussi de faire jouer plus de 70% des acteurs hors de la chaîne de la filière SSI IT. Donc on avait des directions communication, des directions ressources humaines, des directions générales, des gens qui n'ont rien à voir avec la chaîne SSI ou IT, qui ont joué et qui ont pu prendre conscience de l'impact de ces incidents de sécurité, de ces crises sur leur organisation, sur leur activité, et c'est vraiment éclairant. Et du coup, ce type de dispositif, c'est des choses qu'on a vocation à reconduire sur une fréquence pas forcément très rapprochée, parce que c'est beaucoup de travail de préparation, mais on envisage un prochain exercice en 2024. Donc là, vous abordez les deux aspects, s'entraîner pour répondre à un incident. Le sous-traitant, le fournisseur est défaillant. Il est important de retrouver notre capacité à produire, il est important de retrouver nos ressources informatiques. Donc comment se mettre en œuvre, comment se mettre en action pour revenir à un niveau opérationnel satisfaisant, mais ça sert aussi à sensibiliser les différents acteurs de l'organisation. Comme vous disiez, ressources humaines ou peut-être service achat aussi. Vous avez parlé précédemment des dirigeants d'entreprise. En quelle mesure l'ANSSI accompagne les dirigeants pour prendre conscience du risque cyber et plus particulièrement du lien très fort avec les fournisseurs et en particulier les fournisseurs critiques? Pour sensibiliser les dirigeants, on a des guides, des outils pratiques. Le guide que je vous présentais en début de mon exposé est à destination plutôt des directions métiers des organisations ou des directions des risques des organisations, de manière à éclairer la direction générale. On est amené à intervenir dans des enceintes comme le MEDEF par exemple, où on a des conférences du même type qu'aujourd'hui, pour partager sur ces enjeux de risque numérique et ce besoin de prise en compte à leur niveau. On a le volet réglementaire également, quand on a une directive comme la directive Nice, qui vient définir une liste d'acteurs essentiels pour le pays demain, essentiels et importants. C'est la direction générale qui est directement sensibilisée, parce qu'il faut qu'ils se conforment à quelque chose qui leur impose de rehausser leur niveau de cybersécurité. Et donc ça concourt à éclairer la direction générale. Et donc l'idée, c'est vraiment de trouver un levier, un point d'équilibre entre rehausser le niveau de cybersécurité de l'organisation et de sa chaîne de sous-traitance globalement, pour repousser
le moment où un attaquant va arriver à rentrer dans les systèmes, et donc les décourager autant que possible avant que ça arrive, mais pour autant se préparer au pire pour pouvoir se relever si jamais ça arrive, parce que les attaquants qui ont plus de moyens vont potentiellement mettre plus d'énergie à rentrer dans vos systèmes. Merci beaucoup pour cette présentation du sujet. Nous avons une multitude d'auditeurs aujourd'hui en ligne pour cet événement invité du Clusif et déjà des questions. Une première question sur la valorisation de la sécurité. Est-ce que la certification est la seule clé, la première approche pour adresser ce sujet de sécurité du fournisseur? La certification n'est pas la seule clé, c'est une clé qui a le mérite d'offrir un tampon validé par un tiers. Maintenant, il peut y avoir des questionnaires d'auto-évaluation. On évoquait par exemple le référentiel 27001, l'annexe qui contient toutes les mesures de sécurité, avoir une grille de conformité à ça. C'est un élément qu'on peut valoriser, proposer des clauses de sécurité type dans des contrats, avoir des engagements clairs dans un contrat de ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas en matière de cybersécurité vis-à-vis de son fournisseur ou de son client. Ces éléments qui sont valorisables aussi en tant que tels. Donc la certification, c'est un petit peu le tampon d'évaluation par un tiers qui va certifier conforme ces éléments, mais il y a tout un registre à exploiter entre rien et cette certification. Au sein de l'espace RSSI que j'anime, où nous avons une multitude de responsables sécurité d'information, nous avons pris en compte cet enjeu de la sécurité des fournisseurs. Et nous venons tous avec nos questionnaires d'évaluation du niveau cyber des fournisseurs. Nous avons aussi beaucoup de fournisseurs au sein du Clusif, dans notre collège offreur. Ces offreurs sont un peu déroutés par la quantité de questionnaires qui leur arrivent et sur l'énergie, les ressources à déployer. Comment on pourrait harmoniser les actions, comment on pourrait avoir une dynamique qui serait plus adaptée aux capacités des fournisseurs. C'est un vrai sujet, le foisonnement et le fractionnement, la diversité des questionnaires et puis le fait de dépenser une énergie pour rejustifier la même chose mais dans une formulation différente, en réponse à une exigence différente. Et on y passe tous beaucoup de temps et d'énergie. Le besoin de rationaliser un petit peu ces questionnaires est évident. Aujourd'hui, il n'y a pas de grands chantiers transverses, transsectoriels qui sont mis en place dans ce sens, mais on voit que le besoin est de plus en plus présent et le niveau de maturité de l'ensemble des acteurs sur ce besoin est également présent aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a forcément un an ou deux. Donc ça peut être le moment d'ouvrir des grands chantiers. Je sais que côté DGE, ils ont des initiatives dans une certaine mesure pour un certain champ d'activité, avoir un questionnaire un petit peu standardisé. De manière sectorielle, je citais le secteur de l'aérien tout à l'heure, il y a un questionnaire qui définit des seuils de maturité à atteindre pour le secteur. Je citais également la BITD. Déjà, si on arrivait dans une première étape à avoir par secteur d'activité des questionnaires un petit peu harmonisés, ça irait dans le bon sens. Le volet réglementaire, l'arrivée de NIS 2 et de règles de sécurité un petit peu largement définies, largement partagées, pourra également être un levier pour converger vers un questionnaire un petit peu plus unifié. Et c'est un chantier qui est encore devant nous et qui est à mener, on en a conscience. Donc la transposition française de la directive NIS 2 devrait nous aider à faire émerger des questionnaires plus standards. C'est une opportunité. Alors nous avons parlé d'évaluation du risque au moment de l'achat de solutions informatiques. L'importance d'impliquer les achats, ça c'est l'acte de départ lorsqu'on commence à contractualiser un fournisseur. Ce fournisseur, on va le garder dans la durée. Comment gérer ce cycle de vie par rapport au fournisseur? Comment mener ces évaluations des fournisseurs sur la durée? C'est une très bonne question. Là encore, la genèse va être au moment de l'acte d'achat. Il faut prévoir des clauses de revue
à ce moment-là pour réévaluer périodiquement les risques, les enjeux de sécurité au moins tous les 2-3 ans, de manière à vérifier qu'il n'y a pas des changements fondamentaux ou une exposition qui a complètement évolué sous le radar parce que dans la relation courante, il n'y aurait pas eu de partage d'informations suffisant. Il y a également une relation de confiance à avoir et à établir avec son fournisseur pour que quand il y a des choses structurantes qui se passent chez eux, qui pourraient avoir un impact ou une remise en cause de la manière dont le risque qu'il génère pour vous évolue, que de manière proactive également il le partage et il propose de travailler et d'aborder sur une réévaluation de niveau de sécurité, la mise en place de nouvelles mesures, de l'adaptation de mesures qui sont peut-être déjà en place. Mais ça, c'est une relation de confiance à mettre en place. Ça va au-delà du simple contractuel. Le contractuel, c'est un petit peu la graine, la genèse qui va permettre de poser des bases pour le faire dans la durée. Mais derrière, c'est la relation de confiance entre personnes, entre entreprises qui doit s'établir et permettre de faire perdurer ça dans le temps. On a beaucoup parlé d'auto-évaluation du fournisseur avec des questionnaires types. Il y a peut-être aussi des tests techniques à réaliser tels que des tests de pénétration. On a vu l'importance des vulnérabilités sur l'évaluation du risque et c'est clairement ce que les cyberattaquants ciblent, les correctifs de sécurité non appliqués. Donc il y a peut-être aussi un volet technique à ajouter à ces questionnaires d'évaluation qui vont plus regarder la gouvernance de la cybersécurité chez le fournisseur. Ça peut faire partie des questions qui sont posées dans les questionnaires, savoir s'il y a une politique d'identification et de scan de vulnérabilité au sein de l'organisation. Est-ce qu'elle porte uniquement sur la partie extérieure de l'entreprise? Est-ce qu'il y a également des scans de vulnérabilité qui sont faits en interne de l'entreprise? Est-ce qu'il y a une gouvernance de la gestion des vulnérabilités qui est bien mise en place? C'est des choses qui peuvent être demandées. Demander le rapport de vulnérabilité à un sous-traitant, on sent bien qu'ils vont avoir du mal à partager ce genre de choses, d'autant plus que ça fluctue très vite dans le temps. Donc c'est pas forcément la bonne idée que de regarder une liste de vulnérabilités à un instant T, sauf s'il y en a qui sont vraiment très graves et très facilement exploitables. Demander une correction immédiate, c'est effectivement quelque chose à prendre en compte. Mais c'est plus, est-ce qu'il y a ces mécanismes de contrôle, de vérification en continu ou périodique, et derrière, comment sont mis en place les mesures de prévention et de correction. Parmi les acteurs jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé du RSSI, des achats, la direction générale. Il y a tout un aspect de données confidentielles échangées entre le fournisseur et l'organisation. Très vraisemblablement, la direction juridique va être très impliquée aussi dans ce volet sécurité du fournisseur, avec des accords de confidentialité pour gérer la relation entre fournisseur et organisation. Alors j'ai une question des auditeurs qui est très spécifique à l'environnement directive NIS2. On nous demande quels sont les acteurs qui aujourd'hui peuvent réaliser un audit directive NIS2 et plus particulièrement dans une entreprise de type APAV. Alors aujourd'hui, aucun dans la mesure où la directive n'est pas encore en application. On est en phase de transposition du texte. Donc on est en phase de définition de la manière dont les règles vont s'appliquer en France et quel niveau de règles. Comment on va pouvoir le contrôler, l'orientation qu'on prend, c'est de s'orienter vers des prestataires qualifiés PACI, sans avoir l'obligation d'un recours à un prestataire PACI, mais on aura une garantie que si on prend un prestataire PACI pour faire un audit de conformité NIS2, il le fera dans les règles de l'art et dans la globalité de ce qu'il y a à vérifier. Donc on va s'appuyer sur les prestations qualifiées d'audit qu'on a déjà aujourd'hui mis en place pour prendre ce volet-là en plus du RGS et de la LPM. Est-ce que ça veut dire que pour ces auditeurs PACI, ils vont passer à nouveau une évaluation pour s'assurer qu'ils sont à même de réaliser des audits directives NIS2 ou on considère que ce qui a déjà été fait jusqu'à présent est suffisant? Alors, j'ai pas la réponse absolue à cette question. Je pense qu'il n'y aura pas de recertification des auditeurs au titre
directive NIS2 parce que c'est juste un nouveau référentiel à suivre et à vérifier. C'est pas tout le processus. Quand on fait une qualification de PASI d'un prestataire, on vérifie la compétence des personnels à faire des audits, en allant du registre audit organisationnel, audit de conformité réglementaire, jusqu'au volet technique, intrusion, configuration. Et là, c'est vraiment la compétence intrinsèque de l'auditeur. Après, peu importe le référentiel sur lequel il fait l'audit, à partir du moment où il a cette qualité, ce qu'on vérifie également, c'est que l'environnement dans lequel il va réaliser son audit et réaliser son rapport d'audit, son rapport d'évaluation, va être un environnement dans lequel on a suffisamment confiance pour manipuler des données potentiellement sensibles pour les organisations. Il n'y a pas de raison que ce volet-là soit réévalué parce qu'on a changé un référentiel d'exigence de cette question. Les auditeurs passifs vont s'adapter au nouveau référentiel qui va arriver avec la transposition de la directive NIS2 en France. Pour ceux qui le veulent. On parle d'évaluation du fournisseur. Il existe aujourd'hui des offres de solutions qui vont évaluer le niveau de cybersécurité de la partie visible d'une entreprise. En quelle mesure ces solutions sont utiles, accompagnent les démarches d'évaluation des fournisseurs? C'est des évaluations qui sont un petit peu à double tranchant, parce que comme vous le dites, elles n'évaluent que la partie visible de l'organisation. La partie visible de l'organisation ne reflète pas systématiquement la réalité de ce qui est fait dans des environnements un peu plus cloisonnés. Donc il faut en prendre le rapport avec une réserve qui est en lien avec le périmètre qui a été évalué par ce système-là. Ces acteurs d'ailleurs sont principalement nord-américains. Est-ce que l'on voit émerger des initiatives européennes pour fournir des prestations équivalentes ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait encourager? Je n'ai pas connaissance d'initiatives européennes et je m'excuse si dans la salle il y a quelques acteurs qui travaillent sur ces sujets et qui ne l'ont pas, dont j'ai pas connaissance. Oui, ça peut être intéressant d'avoir des acteurs européens qui aient ce type de solution pour des questions de protection contre les lois extraterritoriales. Aujourd'hui, on sait que quand on a des acteurs nord-américains, mais pas que nord-américains, dans les pays de l'Est également, il y a des textes qui ont des portées extraterritoriales et qui donnent des accès de manière assez large à des informations d'entreprise, à des agences de renseignement de services étrangers. Et quand on sort de la zone Europe, on considère que ce n'est pas forcément souhaitable. Là encore, c'est à l'organisation de se poser la question de est-ce que c'est acceptable pour elle ou pas. Il y a des secteurs sur lesquels on va considérer que ça ne l'est pas, par exemple le secteur de la défense. Ça, c'est un peu intransigeant, et il y a des secteurs où c'est l'organisation qui doit prendre son risque. Par contre, qu'elle se pose la question aujourd'hui, ça doit devenir un réflexe. Alors, je parlais d'aspects techniques tels que des tests de pénétration. Nous avons une autre question qui est aussi sur le plan technique, qui a pour objectif d'augmenter la sécurité des échanges de mails entre organisations et fournisseurs, avec la mise en place de solutions techniques telles que la politique de rejet des marques. Comment voyez-vous ces solutions techniques pour accompagner cette démarche de sécurité des fournisseurs? Tout ce qui concourt à l'augmentation de la sécurité, la confiance dans les échanges, parce qu'in fine, c'est ça qui a la démarque, c'est une notion de réputation et de confiance dans l'échange, c'est forcément vu de manière positive. Après, l'élément, moi, sur lequel je vous redirigerai, c'est de revenir à l'aspect gouvernance. Est-ce que c'est le premier sujet à mettre en place ou pas par rapport au risque de votre organisation? Et de bien prioriser. C'est si l'échange mail avec vos fournisseurs, c'est pas votre priorité, c'est pas le gros de vos échanges, c'est peut-être pas là qu'il faudra mettre la priorité tout de suite. Quand même, c'est quelque chose d'utile et d'intéressant. Et en quelle mesure cet aspect échange de mails, échange de données avec un fournisseur, ce volet-là est pris en compte dans les exercices de crise cyber? Là, ça dépend vraiment du scénario que vous mettez en place. Est-ce que vous allez mettre en place un scénario qui simule une compromission
d'un client qui va vous envoyer des mails erronés ou pas. C'est vraiment l'ingénierie d'exercice en fait qui va vous faire exploiter ce point-là ou pas. Mais le pourquoi en fait, l'enjeu c'est de se poser la question, quel est l'intérêt ou pourquoi on voudrait faire jouer une compromission de mail dans un exercice. On sait que le phishing, c'est une porte d'entrée assez systématique exploitée pour tout ce qui est rançongiciel notamment. Donc avoir des tests de sensibilisation de collaborateurs à ce sujet-là, c'est toujours une bonne idée. Mais dans un exercice un petit peu plus lourd qui va entraîner une crise forte de l'organisation, on va peut-être pas se focaliser que sur cet aspect-là. Ça peut être un aspect du scénario, mais ça ne peut pas forcément être le point central, le point focal. Alors nous avons parlé de sensibilisation. Peut-être un volet à aborder aussi en termes de sensibilisation. Nous avons une multitude de fournisseurs autour de nous. Ces fournisseurs éventuellement accèdent au système d'information de l'organisation. En quelle mesure il serait bon d'avoir un cursus de formation pour tous ces externes qui accèdent au système d'information de l'entreprise et comment mettre en œuvre cette démarche pour augmenter le niveau de maturité des différents acteurs externes? C'est un très bon point, la sensibilisation, la formation des acteurs et en particulier de ceux qui travaillent dans le champ numérique, tant sur le volet sécurité que sur la partie IT plus traditionnelle, les moyens numériques au sens large de l'organisation. Il y a un certain nombre de cursus de formation qui existent. Nous, au sein de l'agence, on a un centre de formation qui propose des cursus pour les administrations et les opérateurs régulés, qui couvrent ces champs d'expertise et de formation des experts, des RSSI et des gens qui vont faire de la sécurité. Il y a d'autres cursus privés qui existent également. Il y en a certains qui ont été regroupés sous le label SecNumEdu, formation continue ou formation initiale, et qui référencent un certain nombre de cursus qui peut être de bon ton de recommander pour ce type d'acteur. Et derrière, je reviens sur l'acte d'achat. Dans l'évaluation de votre fournisseur, si c'est un acteur qui a des accès privilégiés à votre système d'information ou si c'est un prestataire d'infogérance, demander des justifications sur la formation des personnels qui vont intervenir sur vos systèmes, c'est une bonne pratique. Donc on est pleinement dans la démarche de l'ANSSI et vous proposez du contenu, des solutions pour former. Alors j'ai une autre question qui est très spécifique. Existe-t-il des acteurs cloud, no knowledge system, afin d'aller au-delà du end-to-end encryption dans l'environnement SecNum Cloud? Alors je suis désolé, mais je ne saurais pas répondre à cette question. C'est très très spécifique. Alors j'ai peut-être un complément de la question précédente qui encourageait la sécurisation des échanges par mail. Pourquoi ne pas suivre ce qui se fait avec les gouvernements américains, britanniques ou néerlandais qui engagent des sociétés pour implémenter des marques? Des acteurs existeraient en Europe qui accompagnent cette démarche de propagation de ces politiques des marques. Alors, on n'a pas de dispositif qui cible spécifiquement ce volet mail des marques. Par contre, on a un dispositif dans le cadre de France Relance qui a visé à accompagner l'augmentation du niveau de sécurité des administrations, des collectivités, et sur lequel il y a eu la mise en place de parcours de sécurité avec une étape de diagnostic et puis des étapes de renforcement accompagné de sécurité. C'est un petit peu le même esprit, mais en visant plus large que simplement le sujet des marques. Et actuellement, il y a la DGE qui est également en train de mettre en place des parcours qui s'appellent Cyber PME et qui marchent sur ce même principe d'accompagnement au renforcement de la sécurité des PME en France. Donc en fait, il y a déjà un certain nombre d'initiatives pour encourager le renfort de la sécurité, exactement, mais pas spécifique à ce sujet des marques. D'accord.
Alors, au niveau des membres du CLUSIF, on a de toutes sortes d'organisations de différentes tailles. Des sociétés peuvent être OIV, ont déjà une bonne maturité cybersécurité et ont vraisemblablement déjà engagé des projets pour évaluer le niveau de cybersécurité de leurs fournisseurs. Pour des organisations, des membres du CLUSIF de taille plus modeste, quelles seraient les bonnes pratiques? Par où commencer pour mettre en place cette démarche d'évaluation du risque amenée par les fournisseurs et comment minimiser le risque? Le fondamental à mettre en œuvre pour les petites structures pourrait partir du guide des 13 questions à destination des TPE-PME. C'est un guide qui est publié par l'agence qui propose 13 questions très basiques à prendre en compte sur la sécurité. Donc déjà se poser ces questions-là et poser ces questions-là à leurs fournisseurs, c'est un bon point de départ. Le deuxième, c'est le guide maîtrise du risque numérique à toute confiance. C'est également quelque chose qui a vocation à pouvoir s'appliquer sur une petite structure, donc avec des dispositifs de gouvernance qui seront mécaniquement allégés, mais le fait d'avoir un peu de veille sur la menace, de voir l'actualité, la presse, de s'abonner aux publications du CERT-FR pour avoir une notion des nouvelles vulnérabilités qui sont à corriger et des grandes tendances en termes d'attaque. C'est des choses qui sont accessibles, y compris à des PME. Il y a également des dispositifs de CERT territoriaux qui sont en train de se mettre en place. Il y en a un certain nombre qui ont déjà émergé en France et qui ont vocation à accompagner également les TPE-PME sur ce volet veille et puis sur la partie réponse à incidents. Il y a toutes les actions qui sont proposées par Cybermalveillance également, qui sont vraiment très à destination des petites structures en leur proposant des choses très très pratiques et des acteurs, je mentionnais Expert Cyber tout à l'heure, qui sont à dimension d'une PME. Et donc qui permettent de répondre aux besoins là où les prestations qualifiées par l'agence visent potentiellement des acteurs qui ont déjà une assise, une maturité ou une taille critique un peu plus élevée. Ces experts cyber pourraient accompagner des sociétés de taille modeste dans l'évaluation des fournisseurs. Complètement. Et d'ailleurs, le dispositif Expert Cyber a été valorisé dans les parcours France Relance qui ont été faits sur les années écoulées. Nous avons vu dans les différentes solutions qui sont à notre disposition l'évaluation de l'empreinte digitale externe par des agences de notation. Pour l'évaluation du risque d'un fournisseur, en quelle mesure les acteurs de Threat Intelligence peuvent nous aider? Les éléments qui vont être d'intérêt en fourniture d'acteurs de Threat Intelligence, c'est d'avoir des éléments sur la menace, à la fois de niveau stratégique et sur les modes opératoires, d'acteurs du même secteur d'activité que vous. Donc vous éclairez sur ce qui se passe chez d'autres acteurs qui ressemblent à votre organisation et qui du coup pourraient arriver chez vous pour pouvoir l'anticiper sans prémunir. Également fournir des informations sur des organisations qui ont la même typologie, la même taille, les mêmes types de systèmes, parce que là aussi c'est des éléments qu'on peut intégrer pour renforcer sa sécurité intrinsèque. C'est vraiment ces deux dimensions-là qui pourront être d'intérêt dans ce que vont fournir les acteurs de Threat Intelligence. Il y a aussi les acteurs, les fournisseurs critiques qui ont été identifiés dans le début de notre analyse de risque. Oui. Il est peut-être aussi possible de surveiller, de voir ce qui arrive comme événement sur ces du coup, vous allez pouvoir transposer ce qui va vous être présenté par la Threat Intelligence sur la chaîne d'approvisionnement d'autres opérateurs de services équivalents ou de secteurs équivalents aux vôtres sur votre propre chaîne d'approvisionnement. Par contre, l'effort de transposition, c'est à vous de la faire, parce que vous connaissez la typologie de vos fournisseurs, vous connaissez la robustesse ou la fragilité de ces derniers, et la possibilité d'exposition à tel ou tel mode opératoire qui vous est remonté par la Threat Intelligence. Alors, j'ai une autre question bien spécifique.
Où trouver le questionnaire type pour un fournisseur initié par la démarche de certification de la base industrielle et technique de la défense? Ce référentiel est aux mains du ministère des Armées, partagé uniquement avec la base industrielle et technique et technologique de défense. À la diffusion restreinte. Il n'y a pas le tampon diffusion restreinte, mais le référentiel n'est pas partagé largement parce qu'il est encore en cours d'élaboration aussi. Je pense que nous avons passé en revue toutes les questions qui nous ont été proposées par nos nombreux auditeurs. Si vous voulez donner quelques mots de conclusion sur votre présentation. Écoutez, merci encore pour cette invitation. Pour conclure l'exposé, l'enjeu vraiment de prendre en compte la sécurité de ses fournisseurs, de sa chaîne d'approvisionnement, que ça soit la chaîne numérique ou la chaîne de la valeur métier de l'organisation, c'est vraiment ces deux dimensions qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. La direction générale doit être impliquée dans ces éléments, dans ces prises de décision, parce que c'est la production de l'organisation qui est en jeu derrière. Et derrière, augmenter le niveau de sécurité, valoriser ce niveau de sécurité et s'entraîner au pire. Merci beaucoup et je pense que nous continuerons la discussion dans l'espace RSSI où le sujet fournisseur, sécurité des fournisseurs est un sujet fondamental. Merci beaucoup. Merci.